Donc, l'enregistrement a démarré, si je ne m'abuse. Et voilà. Parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série de webinaires consacrés aux usages pédagogiques innovants. Alors, je me présente très brièvement, Cédric Bonny, enseignant, formateur, et aujourd'hui à votre service en tant que responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation au sein du groupe LDLC. Alors, le format de ces webinaires va vous permettre de poser vos questions, de réagir au contenu que vous suivrez, et bien entendu, si vous n'avez pas pu vous libérer, l'intégralité de chaque session sera disponible en rediffusion sur nos différents canaux, notamment sur notre chaîne YouTube BIMP, à laquelle, évidemment, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat ou l'outil de questions-réponses, et moi, je vais me charger de les relayer au cours de la session. Si vous avez besoin aussi, comme on le disait tout à l'heure, donc si vous avez besoin aussi de partager quelque chose à l'oral ou en vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je vous autoriserai l'accès à la caméra ou au micro. Là, je l'ai désactivé parce qu'on est relativement nombreux et je vous en remercie. Alors, nous nous retrouverons en moyenne 2 mercredis par mois pour échanger autour de vos pratiques, parler usage, parler de pédagogie au sens large également, avec des invités de marque comme aujourd'hui par exemple. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, Marie Soulier, qui est professeure de français dans l'Académie de Bordeaux, ingénieure pédagogique, consultante en pédagogie active et numérique et éducatif, et auteure du livre Enseigner en classe inversée, disponible sur toutes les bonnes plateformes. Alors Marie, merci, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de t'avoir parmi nous. Et je pense que c'est le moment de te laisser la parole. Alors, qu'est-ce que la classe inversée? Comment et pourquoi la mettre en pratique efficacement pour nos élèves? À toi, Marie. Merci Cédric, merci à tous d'être venus déjà aussi nombreux. Je suis ravie parce que j'inaugure en fait mon premier webinaire de l'année scolaire et je le fais avec toi Cédric. Et comme on est amis depuis longtemps, qu'on se connaît depuis très longtemps, je suis vraiment très contente de l'invitation de BIMP par ton intermédiaire. En tout cas, c'est très sympathique. Alors, comme tu l'as dit, c'est toujours sympathique le webinaire, surtout quand on est chez soi, tranquillement au chaud. On peut dialoguer quand même si ça reste quand même du virtuel. Mais enfin, bon, il y a quand même cette idée de partage qui m'intéresse beaucoup. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les collègues. J'en connais beaucoup qui sont à rentrer dans la salle. Et j'espère que je vais ne pas vous ennuyer déjà, hein, c'est le but. Hein. On dit toujours que les 10 premières secondes, ce sont les 10 premières secondes les plus importantes en fait d'un webinaire. Donc, je vais essayer de ne pas les rater. Et justement, j'avais envie, Cédric, cette fois-ci, parce que j'ai l'habitude de parler beaucoup de la classe inversée, mais j'avais envie de vous en parler d'une autre manière. Et comme je ne suis absolument pas sportive, je vais m'aventurer tout au long de cette présentation sur un champ que je ne connais pas très bien. Donc, on va voir, ça va être peut-être un peu risqué. Mais j'ai essayé en fait de faire une analogie entre mon expérience de classe inversée, où on expliquera d'ailleurs le comment, le pourquoi et comment mettre en œuvre avec les outils, etc. Mais je vais faire cette analogie entre une expérience pédagogique, qui est la mienne, et la gymnastique. Donc, on va voir en fait qu'il y a plein de petits points communs entre la gymnastique et cette expérience pédagogique. Donc, un petit coucou à Pierre Florec qui est quelque part là-bas et qui est un grand sportif. Et je sais que sûrement, il va me corriger si je dis des bêtises. Alors, donc, ma classe inversée, pourquoi avoir choisi de vous la présenter de cette manière-là? D'abord parce que, comme je le dis souvent, c'est une aventure qui m'est tombée dessus il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et c'est une aventure très acrobatique au départ. D'accord? Donc, on va essayer de parcourir ce parcours à travers donc, un flip-flap. Alors, le flip-flap, je ne vous en ferai pas un devant vous là aujourd'hui. Ça serait peut-être un peu risqué pour la suite des événements. Mais en tout cas, il y a cette idée de prendre le risque. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse en fait dans cette aventure de pédagogie, de changement de posture. C'est qu'à un moment donné, j'étais obligée de prendre un risque.
Alors, ce n'était pas forcément une démarche volontaire, mais il y a eu une prise de risque. Et le risque, bon, c'est un côté excitant parce que à la fois, de temps en temps, ben oui, on peut se prendre les pieds dans le tapis, on le verra, hein. Il y a des moments de déséquilibre, hein. Il y a parfois des écrasements, un écrasement facial assez difficile, mais il y a aussi quand même les moments de réussite, les moments d'extase parfois, où on a l'impression de planer un peu au-dessus de la poutre qui nous amène vers nos élèves. Et ces moments-là, hein, ces moments d'arabesque, d'enchaînement et de déplacement chorégraphique, on le verra, ben, ça fait partie aussi de l'aventure. Tout ça pour vous mettre en bouche et vous dire qu'en fait, dans tous les changements pédagogiques, même si on voit en premier lieu les risques et parfois même les problèmes, hein, avant de voir les réussites, eh bien, je pense qu'il faut ne pas hésiter à y aller, à se lancer. Il faut bien se dire que de toute manière, tout changement, que ce soit un changement en pédagogie active ou avec le numérique ou sans le numérique, en tout cas dans tous les changements, il y aura à un moment donné quelque chose qui va, sur lequel vous allez vous arrêter et vous dire, ah oui, là, j'ai bien fait mon choix. Mais il faut savoir, voilà, dépasser ce problème et ne pas s'arrêter à ces problèmes. Parce qu'on a une intelligence qui n'est pas artificielle, hein, et qui nous permet, en fait, au fond de soi, on est tous capables de trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Alors, je vais vous amener donc sur cette route qui va vous mener de l'arabesque au conseil du coach à la fin, qui seront pilotés aussi par Cédric, qui m'aidera à répondre à toutes ces questions. Alors, cette aventure, elle commence effectivement par, on va dire, un professeur que j'ai été, voilà, je vais parler au passé, hein, qui, ma foi, était ancré dans un modèle qu'on m'avait appris, hein, à l'époque, hein, comme tous ceux qui sont présents ici, on a tous eu un modèle institutionnel qui a fonctionné en fait pendant plusieurs années, hein, sans aucun problème. Et donc, sans aucun problème, ça veut dire pas de nécessité pour moi de faire de changements brutaux. Voilà. Il a fallu que petit à petit, je sois amenée par les circonstances de ma vie professionnelle à me poser quelques questions dans un premier temps pour aller en fait de plus en plus vers une position qui était de moins en moins confortable. Et la posture que j'avais donc, on la voit d'ailleurs sur l'image, hein, qui est assez théâtralisée, hein. J'aime bien parler de scène théâtralisée parce que c'est vrai qu'on est quand même centré sur le professeur dans cette disposition-là. Eh bien, petit à petit, je me suis sentie en déséquilibre. Ouais, lié, bien entendu, vous en doutez, à un changement d'établissement avec un public plus difficile, hein. Et ce que j'avais l'habitude de faire, hein, ce rendez-vous pédagogique du face-à-face, petit à petit, ben, j'ai commencé à avoir quelques crampes qui m'ont amené à me dire qu'il allait falloir assez vite changer quelque chose. Alors, on était en 2010, hein, pour vous resituer. À l'époque, on n'avait pas grand-chose à disposition, pas beaucoup de modèles, notamment en pédagogie active, notamment dans ma discipline. Peu de numérique, hein. En 2010, pour être honnête, j'avais un iPad, le mien, et peu d'équipement. Et du coup, c'est vrai que c'était au départ, on va dire, assez difficile, hein. On ne savait pas trop en fait comment m'y prendre. Et puis, ben, effectivement, j'ai été à un moment donné obligée de franchir le pas parce que ben, l'obstacle est arrivé, il était devenu de plus en plus haut pour moi. Je n'en avais plus les capacités, je n'avais plus les solutions pour retrouver, on va dire, une sérénité dans mon métier. Je commençais à en douter beaucoup. Et du coup, ben, je me suis assez vite pris les pieds dans le tapis. Alors concrètement, qu'est-ce qui m'est arrivé, hein? C'est très simple, hein. Vous allez certainement rien trouver d'extraordinaire, mais je me suis trouvée plus ou moins face à des élèves qui étaient de plus en plus inactifs. Le cours dialogué avait atteint ses limites. Je n'avais pas de possibilité de les mettre en activité parce que d'une, ben, je ne savais pas faire. Je ne savais que faire quelques exercices, les mettre en activité sous forme d'exercices ou de questions-réponses. Et puis surtout, les élèves, de plus en plus, ben, ne faisaient pas les devoirs attendus. Voilà. Donc, dans ce déséquilibre qui, pour moi, mettait en péril toutes les certitudes que j'avais établies, hein, pendant quand même une bonne vingtaine d'années
années avant, eh bien là, je me suis effectivement pris les pieds dans le tapis. Alors, quand on se prend les pieds dans le tapis, ça fait mal, mais assez vite, quand même, on se relève parce qu'on ne va pas y rester. On ne peut pas rester, en tout cas, ce n'était pas mon intention. J'étais presque sûre quand même que j'allais trouver quelque part une solution. Alors, la solution, elle est arrivée en fait vraiment par hasard. C'est-à-dire que j'ai un jour décidé, j'ai compris que ce n'était pas forcément en criant sur les élèves ou en me lamentant ou en rejoignant le discours de mes collègues qui allait vers mon sens, c'est-à-dire que les élèves étaient difficiles, que c'était compliqué de faire cours dans cet établissement. Je me suis dit, la solution, de toute manière, elle ne viendra pas d'eux. Eux, ils ne vont pas changer. Moi, par contre, je peux peut-être faire quelque chose. Donc, après le constat d'échec, j'ai pris la décision donc de changer. Et comment j'ai fait? Eh bien, je suis allée faire quelques recherches. Et c'est la première fois où j'ai entendu parler de classe inversée. On était en juillet 2010 et là, je suis tombée vraiment par hasard, et je lui rends hommage à chaque fois, à un blog d'une collègue québécoise qui était prof de maths, qui est toujours d'ailleurs prof de maths et qui s'appelle Annie Carter. Alors, ce que j'ai vu dans son blog, c'était d'abord une vidéo qui avait attiré mon attention. Elle avait des iPads, voilà. Elle avait des iPads et puis elle commençait, je voyais des élèves qui faisaient des activités, qui étaient placés en îlot, etc. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à cette classe inversée et j'ai essayé petit à petit de la faire mienne. Alors, bien sûr, ça ne s'est pas fait progressivement, mais on va dire, au cours de l'année 2010-2011, j'ai commencé à changer. Alors, j'ai changé notamment la disposition, j'ai changé aussi la manière dont je présentais le contenu. J'allais de plus en plus vers les élèves et de moins en moins de monopolisation de la parole. Donc, j'essayais vraiment de les mettre en activité. Et comme je vous le disais, au début, j'avais pas beaucoup. J'avais un iPad, un vidéoprojecteur, mais enfin, déjà, j'avais un appareil photo. C'était déjà un premier pas, si vous voulez, dans la mise en activité. Donc, je pouvais quand même distribuer des activités, prendre des photos, les projeter et demander aux élèves de chaque îlot de commencer à faire, on va dire, ce travail de rapporteur qui est si précieux aujourd'hui à mes yeux dans ma pratique. Donc, pour moi, ça a été un grand écart. Aujourd'hui, quand je vous le présente, vous dites, oh, enfin, il y a quand même rien d'exceptionnel. Mais pour moi, qui ai commencé dans les années 90 à enseigner, je peux vous dire que quand on était formé au métier de professeur de français, on ne parlait même pas de numérique et encore moins de pédagogie active. Voilà, on parlait de cours dialogués, mais c'était surtout un cours monologué, on va dire, plutôt que dialogué. Alors, ce travail, donc ce changement de posture, eh bien, il a été plus ou moins, alors assez tendu au départ, parce que forcément, quand on n'a pas l'habitude, eh bien, on remarque qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que je pouvais quand même continuer à améliorer cette méthode. Et je vous ai apporté cette photo. Figurez-vous que cette photo, elle est précieuse pour moi parce qu'elle date justement de la première année. C'est ma première année de tentative de pédagogie inversée. Alors, le journaliste local, qui a l'habitude de venir faire des articles, entend parler par sa fille de quelqu'un dans l'établissement qui fait une pédagogie inversée. Donc, il me demande, il vient, il regarde, et puis il vient faire un petit article. Alors, évidemment, je n'étais pas peu fière à l'époque, bon, je n'étais pas tellement connue, à part dans mon quartier, et du coup, il vient faire la photo. Et aujourd'hui, cette photo, je l'ai gardée et je vous la montre, parce que je vous ai mis comme titre à appui tendu inversé. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde les enfants, c'est assez paradoxal pour vous dire comme quoi Paris ne s'est pas fait un jour. On voit bien que j'y allais petit pas par petit pas. On voit bien que j'ai fait une tentative d'îlot, on les voit clairement, mais que tous les regards, regardez bien tous, ils sont tournés vers voilà, quelqu'un qui est en train de parler. Et évidemment, vous avez compris que ce quelqu'un, c'est moi. Voilà. Donc, en fait, ça, c'était pour vous dire que c'est progressif, cette mutation. On ne passe pas d'un coup, on ne se lève pas le matin en se disant, oh, ben allez, je vais mettre mes tables à Nilo, je vais sortir les iPads et puis ça va être joué. Non.
Hein. Ce n'est pas du tout comme ça. L'iPad, les îlots, les tableaux, les VPI, etc. Tout ça, ce sont des outils qui sont au service d'une pédagogie. Mais cette pédagogie, c'est d'abord une longue réflexion et ça, c'est très important. Voilà, hein. C'est vraiment important. On le voit d'ailleurs hein, sur cette image. Même si j'avais envie de mettre les élèves en activité, je ne pouvais pas m'empêcher quand même de faire mon show. Hein. Voilà. Et là, cette image, je l'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle quand même d'où je pars et de temps en temps, ça fait du bien aussi de prendre du recul par rapport à sa pratique. Alors, cet appui tendu que je voulais inverser, bon, ben, il était de temps en temps inversé, progressivement inversé. Et puis, petit à petit, voilà, cette tension, ça s'est détendu, j'ai pris mes marques, hein, j'ai pris mes habitudes, les enfants aussi ont pris leurs habitudes. Voyez-vous, cette photo, elle date d'il y a très précisément 5 ans et maintenant, ces élèves sont partis et on les voit d'ailleurs beaucoup plus à l'aise. Et d'ailleurs, au passage, je tenais à vous souligner, parce que sûrement que tout à l'heure, il y aura des questions là-dessus, on voit bien que dans une des photos, je ne suis pas dans une classe à îlot, n'est-ce pas? Et pourtant, on a quand même des élèves qui travaillent. Alors, je n'ai surtout pas changé la disposition parce que je partageais ça avec une collègue de maths. Et la collègue de maths, elle aimait bien que les tables soient bien parallèles, bien perpendiculaires, etc. Il ne fallait pas toucher trop. Hein. Alors, bon, certes, les tables ne sont pas mobiles, mais les enfants, eux, ils ont des jambes. Et ça, c'est très intéressant de se dire que dans l'espace classe, il y a plein d'espaces qu'on n'investit jamais, comme les vitres, par exemple, ou les tables. Alors, on a des iPads, on n'en a pas. Là, vous voyez clairement, ben, ce jour-là, je n'en avais pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est encore une fois pas lié forcément à l'outil. Souvent, j'entends des collègues qui me disent « Oh, mais moi, tu sais, je n'ai que 4 iPads hein, dans ma salle de classe et je ne peux pas faire grand-chose quand je vois tout ce que tu fais. » Oui, mais avec 4 iPads, on peut déjà faire quand même travailler. Alors, tous les élèves ne sont pas obligés de faire la même chose en même temps. Donc, en fait, dans cette pédagogie active, en fait, on s'adapte beaucoup. Alors, on avance. Et cet appui tendu, donc, il devient détendu inversé. Vous voyez, je viens de vous inventer une nouvelle figure gymnique. Voilà. Alors, au fur et à mesure, on prend de l'assurance dans tout ça et puis on commence à théoriser. Hein. Même si je n'étais pas vraiment une spécialiste à l'époque, je commençais à me dire, bon, mais dans ma façon de faire, dans ma façon de pratiquer la classe inversée, donc je vous rassure, je vous la détaillerai tout à l'heure et vous verrez bien tout l'enchaînement, mais je commençais à avoir quand même des certitudes, des principes. Alors, le premier principe, c'est que je commençais à me dire, bon, j'ai un iPad notamment, alors iPad ou pas iPad, peu importe, mais en tout cas, je vais l'utiliser et je vais l'utiliser notamment pour faire ce que j'appelle encore toujours les mises en bouche. Alors, les mises en bouche, ce sont des petites vidéos hein, toutes simples qui en fait lancent l'activité. Hein, voilà, elles lancent cette activité. Elles sont à disposer la veille, on les met à disposition hein, des élèves et elles visent ces vidéos. Alors non pas contrairement à ce que l'on croit de la classe inversée, où on dit souvent c'est le cours à la maison, les exercices en classe, dans ma démarche, ce n'est pas du tout le cas parce que ça ne correspondait pas à mon contexte, qui était un contexte, comme je vous l'ai dit, difficile. Donc, évidemment, je ne pouvais pas me permettre de faire un cours à la maison. Voilà. Donc, d'accord, donc je fais en fait une imprégnation, on appellerait peut-être ça moi j'aime bien dire une bande-annonce du rendez-vous pédagogique. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement pour l'élève à rentrer dans le rendez-vous pédagogique en ayant déjà vu quelque chose. Je n'attends pas des réponses. Par contre, j'essaye par mes mises en bouche de mettre en appétit, bien entendu, et d'éveiller peut-être déjà la curiosité des enfants à travers un questionnement. S'appuyer sur la capsule pour ensuite mettre les élèves en activité. Voilà, entre guillemets, mon secret, si vous voulez. Hein, j'essaie toujours de lier ma capsule la veille à la mise en activité. Alors, l'activité, on le voit. Alors, les enfants, alors là, par exemple, on voit sur la vidéo des enfants avec des tablettes qui sont en train de scanner. Vous voyez, donc il y a de la ressource. Donc, la ressource, ce n'est plus simplement le professeur dans la classe inversée. La ressource, elle est
mise à disposition des élèves. Ce sont les élèves qui vont chercher la ressource nécessaire pour découvrir la notion du jour. Voyez-vous, et c'est ça qui fait qu'on parle souvent de déplacement de l'inversion au niveau de la déplacement de la ressource, parce que en fait, le professeur n'est plus dans cette posture de face à face, mais plus dans l'accompagnement et dans le côte à côte. Voilà, à côté de cette théorie, on va dire, hein, que j'ai mis en place donc petit à petit, j'ai compris que évidemment l'activité était au centre. Mais voilà, il y a un mais, c'est qu'à un moment donné, dans cette pratique, donc au bout de 5 années de pratique, on me demande, alors ça n'a pas été décidé comme ça, mais l'inspectrice générale des lettres, hein, à l'époque, qui était aussi directrice du numérique éducatif, me dit, Madame Soulier, j'aimerais bien observer un peu votre pratique et puis organiser un plan de formation nationale autour de la classe inversée. À l'époque, c'était très en vogue. Et donc, elle me dit, est-ce que vous pourriez éventuellement mettre en avant un petit peu vous avez déjà cette expertise, hein, ça fait quelques années que vous travaillez, ça m'intéresse d'avoir des retours, donc un mini audit. Voilà, elle me demande de faire ce petit audit. Et là, je mets en place alors quelques outils d'observation, hein, je me dis, je ne suis pas une chercheuse, donc c'est compliqué, hein, faire court et en même temps analyser, évaluer sa pratique. Mais en fait, je commence à mettre en place quelques petits indicateurs. Je vois des choses quand même, je vois des choses positives, notamment la mise en activité qui était beaucoup plus rapide. Il y avait moins de temps mort dans ma classe, ça c'est sûr. Je commençais à mesurer aussi l'efficacité au niveau de la mémorisation, de l'impact qu'avaient ces découvertes, ces apprentissages dans les pédagogies actives sur les élèves. Mais bien sûr, il y a eu des retours de bâton. Et j'ai eu un véritable, alors on dit écrasement facial. Je ne suis pas tombée aussi harmonieusement que le monsieur sur la photo, là, comme vous voyez, mais je me suis bien éclatée quand même, hein. C'est-à-dire, j'ai eu des retours très négatifs, hein. Alors, les retours très négatifs, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, on a tendance à se dire, il y a un problème, il y a un retour négatif, je fais marche arrière. Alors, moi, je m'étais dit, je ne vais quand même pas faire marche arrière après 5 ans. D'accord? Je vais essayer quand même d'analyser un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai pris en bras le corps le problème qui venait en fait des meilleurs élèves et de leurs parents, surtout les parents. Et on me disait quoi? On me disait, eh bien, écoutez, Madame Soulier, c'est embêtant parce que vous, dans votre pédagogie, hein, moi, mon jeune, qui est particulièrement brillant, il est toujours dans cette collaboration. Alors, il me dit que c'est lui qui donne tout, que dans le groupe, ben, c'est toujours lui qui fait le job. Et puis finalement, vous évaluez la production et dans cette production, vous n'êtes pas capable de mesurer la performance individuelle. Et là, évidemment, révélation. Comme quoi, des fois, vous voyez, hein, entendre aussi le retour des gens qui sont pas forcément experts, mais qui ont ce regard extérieur, ça peut être productif. Effectivement, les parents avaient absolument raison. Quand on est dans la collaboration, allez évaluer la performance individuelle. S'il y a quelqu'un dans la liste qui est capable de me dire, c'est très, très difficile, hein, très difficile. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Parce qu'on entend ça, on entend aussi que les groupes restent figés. Donc ça, assez vite, je me dis, bon, mais c'est simple, hein, je vais faire en sorte que ces groupes soient aléatoires, hein, et qu'ils soient systématiquement brassés. Voilà. Plus d'îlots figés, je vais les faire bouger. Bon, ça, c'est pas un problème. Et puis surtout, je me suis dit, mais il faut quand même que tu communiques beaucoup plus avec les familles parce qu'en fait, ils ne voient que la partie que vous voyez visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui se faisait hors de la classe, c'est-à-dire que les tâches simples. Cette petite mise en bouche là que vous avez vue, et on verra tout à l'heure, je parlerai de la deuxième tâche simple qui est la trace écrite. Donc là, les parents, eux, ils ne voyaient que ça, alors qu'ils avaient l'habitude d'avoir les exercices, d'avoir beaucoup d'activités, les rédactions, à faire à la maison, etc. Moi, je ne le faisais plus. Donc, je me suis dit, il faut rendre visible cette partie qui ne l'est pas. Là encore, les blogs, les outils numériques m'ont permis de développer justement un blog des familles et de mettre, alors non seulement les productions, mais pas simplement ça,
tous les jours, pas tous les jours, j'exagère, bon, mais de temps en temps, au moins une fois par semaine, je filme les enfants, je fais des captations dans ce blog privé, bien entendu, et j'envoie aux familles. Donc, les parents peuvent suivre et voir concrètement ce qu'est une classe inversée. Alors, en communiquant, on y arrive, mais ça ne répondait pas quand même à la remarque de ces parents. Donc, la solution, ça a été de me dire, mais écoute Marie, c'est simple. Si la collaboration, évidemment, est très profitable pour les élèves les plus en difficulté, il faut bien quand même entendre que dans les classes, ce sont des classes hétérogènes et je n'invente rien, mais il faut bien que tout le monde trouve sa place. Alors, du coup, m'est venue l'idée d'aller voir dans les pédagogies coopératives, notamment les travaux de Sylvain Connac, et d'aller travailler sur la notion de plan de travail, de feuille de route. Et c'est ainsi qu'est venue dans ma pratique de classe inversée, eh bien, une alternance entre des tâches collaboratives, des tâches complexes collaboratives et par ailleurs, à côté, de temps en temps, des plans de travail individuels. Alors, dans lesquels on trouve encore cet engagement actif que je vraiment chérissais, hein, je ne l'ai pas changé, mais avec quand même des performances individuelles qui sont beaucoup plus fléchées. Voyez-vous, sur l'écran apparaît donc un exemple d'un plan de travail avec donc dans la typologie que définit Sylvain Connac, c'est-à-dire là un élève d'une grande autonomie. Et là, on voit bien qu'il y a donc évidemment les ressources qui sont listées, mais le jeune là est amené à choisir lui-même ses rédactions, lui-même ses productions orales, ses productions optionnelles. Et puis il y a aussi ce système d'auto-évaluation et d'évaluation aussi par les pairs. Bon, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas l'objet du webinaire là, mais c'est cette idée de montrer que effectivement, encore une fois, même si on pense avoir bien rodé le truc, il faut toujours ne pas rentrer dans des certitudes qui emprisonnent et qui empêchent d'avancer, mais toujours se remettre en question. Et je ne dis pas qu'il faut aller chercher les critiques, bien sûr, je ne suis pas non plus complètement stupide, mais entendre les critiques quand elles arrivent, et ça m'arrive encore aujourd'hui d'en avoir, et de continuer à essayer d'améliorer, bon, on ne prend pas tout forcément, mais en règle générale, quand même, je fais en sorte de répondre à ces interrogations quand elles me paraissent pertinentes. Et puis arrive donc dans ce parcours le confinement avec donc une classe inversée qui allait être entièrement dématérialisée. Alors les enfants étaient assez, du coup, vous avez vu, hein, entre-temps, le numérique a fait son apparition hein, dans ma classe inversée. Et là, les enfants que j'ai eus cette année-là, bon, étaient quand même assez, c'était des sixièmes, mais ils avaient quand même l'habitude d'aller sur le blog, de faire des tâches, etc., d'aller voir des capsules, bon, de produire eux-mêmes des capsules. Ça, ils avaient l'habitude. Bon, évidemment, après le confinement, il a fallu adapter. Alors, adapter, et du coup, je me suis rendu compte encore une fois que ça a été l'occasion pour moi de faire évoluer encore ma pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce confinement? Eh bien, j'ai appris que je reviens à mon histoire d'équilibre. L'équilibre que j'avais dans ma classe avec cette régulation importante entre les pairs quand on est là dans un espace et un temps défini, partagé, qu'on a aussi grâce aussi à l'intervention du professeur qui peut de temps en temps aller aider un élève. Là, le jour où on a confiné les élèves, on n'avait plus cet équilibre et on retrouvait finalement un certain déséquilibre. Alors, comment faire? Parce qu'on n'avait plus de régulation entre pairs, on ne pouvait plus poursuivre la collaboration et puis il fallait bien adapter ces tâches complexes. Alors, j'ai compris que j'avais beaucoup de choses encore à améliorer. Et je n'étais pas tellement forte dans certains domaines, notamment dans ce que j'appelle aujourd'hui ces systèmes de sécurité. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est plus confortable, on est revenu en classe, je tire encore les leçons de ce qui s'est passé à cette époque-là. En fait, je m'étais rendu compte que en donnant ces tâches que j'avais adaptées au numérique, eh bien, je me rendais compte en fait que j'avais souvent une distanciation entre ce que je commandais et ce qui était réalisé.
Alors, je me disais, mais comment ça se fait que c'est aussi flagrant alors qu'en classe, je ne l'avais pas? Mais oui, mais sauf qu'en classe, comme je vous l'ai dit, un regard interrogateur se capte, soit par moi, soit par un voisin, et on intervient. Et donc, du coup, il a fallu que j'adapte en fait ces élèves qui n'avaient pas compris en fait la consigne. Donc, j'ai mis en place 3 principes. Le premier principe, c'est la fragmentation. C'est-à-dire que j'ai décidé que quand j'avais des tâches complexes à faire, je vous donne un exemple de, par exemple, écrire un récit d'aventure. Ça, c'est une tâche complexe. Eh bien, au lieu de dire, vous êtes dans une île secrète et vous avez découvert une carte qui va vous mener, vous voyez l'idée, hein, le sujet quoi, hein, qu'on écrivait à l'époque au tableau, eh bien, je n'allais pas faire ça. J'allais fragmenter. Alors, comment j'ai fait? Alors, là aussi, j'ai utilisé bien sûr le blog. J'ai commencé le premier jour, je vous donne l'exemple, j'ai lancé une photo. La photo, c'était une photo d'une bouteille échouée sur une plage avec un message à l'intérieur. Je poste la photo, je ne dis rien. Et je laisse les élèves, alors je dis, regardez ce qui m'est arrivé, et je laisse les élèves discuter. Et là, les élèves ils disent, oh, mais qu'est-ce que c'est? On va faire quoi? Ils se postent tout de suite en acteur. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'ils savent très bien, ils ne sont pas naïfs, que quand je poste quelque chose, c'est que ça a un intérêt. Alors, le premier jour, j'ai fait ça. Le deuxième jour, ben, j'ai lancé une carte. Comme ça, voilà. Le troisième jour, sur la carte, j'ai mis quelques éléments qu'ils devaient déplacer, choisir. Le quatrième jour, je leur ai dit, ben, tracez-moi un parcours, donc le schéma narratif. Le cinquième jour, j'ai envoyé des personnages. Alors, j'ai fait des silhouettes blanches. Ils devaient les concevoir ce qu'on appelle donc, dans le métalangage adjuvant, les opposants, le héros, etc. Et puis, à la fin, vous en doutez, j'ai donné le sujet. Voilà la fragmentation. C'est-à-dire qu'en prenant par petits pas comme ça des consignes qu'on utilise quand on fait un sujet d'aventure, hein, mais quand on les fragmente et qu'on les sépare temporellement, eh bien, on peut tout de suite aller piocher celui qui va, par exemple, caler sur le schéma narratif et intervenir, même si on est à distance. Donc ça a été un premier principe qui aujourd'hui devient un principe pour moi essentiel. Le deuxième, c'est l'élève testeur. Parce que quand j'ai envoyé une consigne, j'avais pris l'habitude d'envoyer la consigne avant à un élève de chaque classe. J'avais 2 classes de 6e et j'envoyais la consigne. Et puis, je leur disais, ben, qu'est-ce que vous en pensez, la consigne? Ça va pas, je fais quoi? Donc, on me renvoyait des éléments. Et ça, je l'ai gardé aussi. Ça me permettait finalement de faire lire cette consigne par un élève qui jugeait en fait ma capacité à être claire. Voilà. Et enfin, la modélisation, c'est-à-dire ben, montrer quelque chose, faire le frère jumeau de ce qu'on demande, par exemple, mais le montrer, parce que les élèves se projettent beaucoup plus facilement. Donc, vous voyez, par ces systèmes de sécurité, aujourd'hui, on arrive à un modèle, alors le voici, hein, ce modèle de classe inversée, et je vais vous parler maintenant un peu plus des outils. Donc là, on commence dans la première partie, je n'y reviens pas, je vous ai parlé de la capsule, je vous l'ai montré. Donc ça, ces outils, je le réalise. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé, j'aime bien un autre, j'utilise l'iPad et j'utilise l'application Vidra, hein, Vidra. À l'époque, j'utilisais Adobe Spark Video. Vidra, c'est vraiment la même chose, mais bon, je le trouve plus sympa. Bon, voilà, j'avais un peu assez d'Adobe, donc j'ai changé et j'ai pris Vidra. Ensuite, dans la phase d'interaction, on le voit, les enfants, alors ça, c'est les premières minutes du cours, hein, c'est-à-dire que les enfants vont dans ces premières séances, les 10 premières minutes, ils vont échanger sur ce qui a été vu avec la capsule. Qu'est-ce qui a été vu avec cette capsule? Quels sont, on va dire, les éléments hein, qui ont été montrés? Là, par exemple, défile sous vos yeux une capsule sur le réalisme. Et puis là, on les voit. Hein, j'espère que Cédric, tu me fais signe si jamais on ne le voit pas. Mais on les voit en train d'échanger. Alors, ils échangent déjà. Ils sont déjà dans on va dire, le vif du sujet. Voilà. Donc, il y a le texte, on peut manipuler le texte. On est déjà dans une collaboration. Puis après, il va y avoir une question. Vous voyez, la question, bon, je vais la poser. Elle est assez simple.
C'est toujours la même, c'est de quoi on va parler aujourd'hui, quelle va être la classe, le cours. Et après, il va y avoir donc une partie de manipulation et les élèves vont encore une fois, là on est sur une tâche complexe collaborative, ils vont, vous voyez, là on travaille avec des tableaux tournants, ils sont en train de mettre en place en fait la notion au fur et à mesure qu'elle avance. On peut travailler avec le numérique aussi, hein, par exemple utiliser des cartes mentales. Là, ce que vous voyez, j'utilise eMindMap Kids, qui a changé de nom d'ailleurs au passage, et qui est sympa parce qu'il est gratuit, voilà, et assez facile à prendre en main pour les enfants. Après, il y a la phase voilà, on voit les enfants qui sont en phase de rapporteur, donc il est tiré au sort, ce jeune, il vient au tableau, il est équipé comme un véritable rocker, hein, avec un amplificateur de voix. Ça donne une posture, une prestance qui est vraiment intéressante. Et il y a un échange, voilà, il y a un échange. Toutes les productions sont proposées. Elles sont vidéo projetées via, bien sûr, un dispositif de recopie vidéo. Et puis, là, ce moment est très précieux parce que c'est le moment où on va, bien entendu, vérifier tout ça. La trace écrite ne sera sera la synthèse de ces présentations et ça sera moi qui vais la déposer en fait sur le blog de la classe. Donc, comme je l'ai dit, pour résumer, une capsule qui se fait hors temps de classe, tâche simple. Tout ce qui est simple, c'est en dehors de ma présence. Après, en bas, vous avez toutes les tâches qui sont faites pendant la classe. Donc, l'interaction, la construction, donc avec cette manipulation. Vous avez eu tout à l'heure l'exemple des tableaux tournants. Là, on voit les enfants en train de manipuler des étiquettes. Hein. Vous voyez, ce n'est pas forcément toujours numérique. Hein. Ça peut aussi être parfois de la manipulation. C'est pas mal d'alterner. La mise en commun, donc avec cette partie, ils adorent ça. Hein. Venir au tableau, proposer la production. Et puis après, ben, à partir de là, la mise en commun se fait et je dépose la trace écrite qui va être déposée. Donc, tâche simple, écrire quelque chose, c'est quelque chose que l'on a conçu, bien sûr. Ça peut être déposé hors temps de la présence de l'expert. Et enfin, on y reviendra, c'est le chef-d'œuvre. Voilà, le chef-d'œuvre, c'est-à-dire, alors c'est là l'extase, c'est là quand on a la chance d'avoir des iPads enfin, des outils numériques en général, mais bon, moi, j'ai les iPads et je suis très contente d'en avoir. Eh bien, on peut alors là laisser libérer sa créativité pour, comme je le dis souvent, rendre les élèves encore plus créatifs. Plus ils sont créatifs, plus ils sont engagés, plus ils prennent du plaisir. Là, vous avez un exemple tout bête réalisé avec Keynote, hein, qui est en fait une superposition avec un fond vert d'éléments. Et bien entendu, on a travaillé sur la Lune, c'était le thème là de mes textes, et là on est sur une création poétique. Donc le rendu est important, hein, c'est très important d'avoir un rendu de qualité parce que les enfants en sont fiers. Hein, et ça, quand on est fier, on montre. Et quand on montre, on communique aux parents. Et du coup, évidemment, on en a tous les rebondissants derrière qui sont très intéressants. Voilà, alors ça, c'est le chemin à parcourir. Et puis, pour conclure, ben, je dirais que, avant de répondre à vos questions, parce que je n'ai aucune idée de l'heure, mais je crois qu'on n'est pas loin de moins le quart. Du coup, moi, ce que je dirais, c'est chercher, 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 continuer à chercher. Partagez, allez sur les réseaux. Hein, ça, c'est sûr que c'est très important d'aller voir ce que font les différents collègues et pas forcément dans son champ disciplinaire parce que c'est comme ça qu'on progresse. Je vous le rappelle, moi, je suis allée voir une collègue de maths hein, qui, au départ, n'avait pas forcément des points communs avec moi puisqu'en plus, elle utilisait le numérique et je ne l'utilisais pas tellement à l'époque. Donc, ça, c'est important. Et puis, créer. N'oubliez pas que un apprentissage, quand il se fait avec plaisir, il a d'autant plus de chances d'être efficace. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, et peut-être même ailleurs, cette notion de plaisir, elle est souvent considérée comme étant pas sérieux. Hein, voyez ce que je veux dire? Quand on fait des choses qui sont de plus en plus créatives, quelquefois, on peut avoir des regards un petit peu, pas inquisiteurs, mais qui sont pleins de soupçons. Hein. On dit, mais ma foi, c'est quand même pas sérieux tout ce que tu fais là. Comme si
on était encore au temps de l'enseignement au 19e siècle, dans ces grandes salles où il fallait, ou même, au 19e, je crois qu'on était encore plus sympa que dans les années 50 où il y avait le bonnet d'âne, la règle sur. Hein, c'est pas qu'on est nostalgique de ça, c'est pas ce que je veux dire, bien entendu. Mais quand même, on a cette idée, et notamment les parents ont l'idée que à l'école, ça doit être sérieux. Oui, sérieux, ça l'est. Mais sérieux ne veut pas dire que c'est incompatible avec le plaisir d'apprendre. Hein. Et comme si c'était un gros mot de dire oh, j'ai plaisir d'apprendre. Et donc ça, c'est très important. Récemment, j'ai eu un coup de téléphone cette semaine avec une maman d'un élève de 4e et elle me dit au téléphone, vous savez, Madame Soulier, mon fils, quand il vient de français, il me dit j'ai l'impression de jouer là-bas. Alors la dame, évidemment, vous en doutez, un petit peu inquiète. Mais qu'est-ce que vous faites, Madame Soulier? Je lui dis, vous savez, Madame, vous venez me faire le plus beau compliment que l'on puisse me faire. Si votre enfant sort de mon cours en ayant l'impression d'avoir pris du plaisir, à avoir joué avec les lettres, avoir joué avec les phrases, avoir joué avec les notions comme le participe passé ou les verbes pronominaux, eh ben c'est gagné. Voilà. Je l'ai scotché, la dame. Je lui ai dit que plus on prend du plaisir, madame, plus on avance. Et ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas en avoir honte. Je crois qu'il faut continuer à libérer notre créativité parce qu'il faut ne pas oublier que les jeunes de demain, ce sont eux, les adultes de demain, et que si on arrive aussi à mettre en avant ces compétences-là du 21e siècle dont on parle tellement souvent, et notamment dedans, il y a la créativité, et je pense que ça, c'est très important. Alors, pour me retrouver, Facebook, Marie34. Alors, Facebook, j'y suis un peu moins souvent. Je suis souvent sur des groupes, en fait. Facebook, Marie34. LinkedIn, Marie 34 34 64 sur Insta et là je mets en place souvent des productions qui sont liées à l'image et puis évidemment mon site que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, enfin que j'ai réactualisé on va dire il n'y a pas très longtemps où vous retrouverez bon mon CV on va dire les formations que je propose, le lien aussi comme l'a dit Cédric sur le livre que je viens de sortir et dont Philippe Mérieux m'a fait l'honneur de préfacer pour moi, c'était un grand moment. Et puis, le lien, bien entendu, sur mon site pédagogique hein, où je mets tout ce que je fais, en fait, toutes les productions que je suis en train de réaliser avec les élèves. Donc là, vous les avez directement sur l'accès au site pédagogique. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que vous avez des questions, hein, parce que c'est intéressant de pouvoir échanger. J'enlève mon partage d'écran et Oui, du merci, coup, merci Marie. je Il y a- laisse il y a- Cédric. Alors, Oui, Cédric, je crois que tu n'as plus le micro. je l'ai remis. Non, je remets. C'est bizarre. Est-ce qu'on m'entend là? Voilà, ça y est. Oui, si, Voilà, en fait, ouais. tu l'avais, mais c'était moi qui avais coupé Ok, le son. d'accord. Voilà. Alors, merci, merci beaucoup Marie. Alors, il y a une question d'Ingrid qui demande si ce serait possible d'avoir un exemple de séquence en classe inversée de ta collègue en mathématiques, parce qu'elle a du mal à se projeter sur cette matière-là. Alors, de séquences complètes de classe inversée, je ne sais pas. Il faut qu'elle aille voir, en fait, sur le blog. Alors, son blog, je l'ai pas de tête, mais si vous tapez Annick Carter, je cherche tiens, sur mon iPad, Ouais, je vais le mettre dans la conversation. Annick Carter Arsenault, Naulet, à la fin, vous devriez trouver quand même quelque chose sur Annick Carter. Elle doit avoir son enseignante de sa classe inversée. Voilà, il doit y avoir des choses. Et puis, vous allez pouvoir du coup la contacter. Ingrid, la contacter et puis peut-être qu'elle va vous donner accès à ses plans de travail notamment. Ah oui, je vois. Je vais mettre Voilà. dans la conversation, je mets tous les liens utiles. Oui, Voilà, bah parfait. Je vois quelqu'un. Ah bah Sarah l'a déjà mis, super. d'accord. Merci Sarah. Donc super. Une autre question de Laura. Quels outils numériques utilisez-vous dans le cadre de classes inversées et avez-vous des conseils? Alors, les outils numériques, en fait, j'en utilise pas beaucoup.
j'en connais beaucoup. Mais j'utilise donc, comme je vous l'ai dit, l'iPad, donc Vidra pour mes capsules. Je vais essayer de faire chronologiquement par rapport à la classe inversée que je vous ai présentée. Donc, Vidra pour les capsules. Ensuite, pour la phase d'interaction, il m'arrive d'utiliser le site La Digitale. .dev avec les iPads. Donc, je propose par exemple un remue-ménage et les élèves font des propositions. Ils rejoignent par le QR code et ça va assez vite. Donc, ça, c'est pas mal pour la phase d'interaction. Ou également, toujours de la digitale, leur tableau blanc interactif, collaboratif, qui est pas mal aussi. Après, pour la phase de construction, alors, vous l'avez vu, les enfants aiment beaucoup les cartes mentales et notamment donc l'application eMindMaps Kids, mais qui a changé de nom récemment et qui s'appelle Iowa. A-Y-O-A, voilà. Alors, elle fait, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'on est dans le monde du premier degré. Mais franchement, pour l'avoir utilisé avec des troisièmes, enfin, ils n'en sont pas froissés. Ce qu'on aime, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté hyper tactile. Vous voyez, c'est avec le doigt, hop, on étire, on fait sa zone. Ça va très, très bien. Bon, il y a des choses qui sont plus pro dans d'autres outils comme dans Inspiration et tout ça, mais bon, moi, celui-là me va très, très bien. Donc, pour la phase de construction, ça. Et puis, une pépite que j'adore. Je n'ai pas eu l'occasion de vous la montrer à travers les vidéos, mais je l'utilise souvent. Si vous allez sur mon blog pédagogique, vous le verrez. C'est Post-it. Voilà, Post-it, c'est super pratique. Alors, c'est un hybride entre le papier et le digital. On pose une question, par exemple, pour les explications de texte. Les élèves relèvent sur les post-it des indices. On peut utiliser des couleurs. Ensuite, ils scannent avec l'iPad et l'application. Et on peut avoir une arborescence. Et du coup, ils peuvent créer comme ça des arbres, un petit peu comme les applications, la style, comment ça s'appelle, Poplet, je crois. Voilà. Donc, ça permet aussi de créer une arborescence qui est intéressante et qui allie à la fois le côté hybride, bon, l'appareil photo, bien évidemment, vous l'avez compris. Quand les élèves ont des prédispositions parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'utiliser le digital ce jour-là ou pour des raisons X ou Y, vous l'avez vu, j'utilise les vitres et là, ils prennent juste en photo et on envoie par airdrop, on partage, par en classe, on partage. Et puis après, c'est là où on les utilise le plus, c'est dans la phase suivante, c'est-à-dire la production de chefs-d'œuvre. Et là, dans la production de chefs-d'œuvre, moi, j'aime beaucoup utiliser iMovie, j'aime beaucoup les écritures collaboratives, énormément Book Creator online, d'accord. Là, je suis une grosse consommatrice de Book Creator. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Bon, Keynote, vous l'avez vu aussi, Pages, bien sûr. Mais bon, je suis pas, j'en connais beaucoup d'applis, j'en ai en tête plein, mais en fait, dictaphone, j'allais oublier, bien sûr, dictaphone pour l'oral, ça c'est génial, notamment pour faire les corrections en suivant. Explain Everything, il y avait Sébastien qui proposait aussi. Explain Everything, ouais, alors tableau moi, blanc, oui, Explain Everything aussi. Moi, je l'avais utilisé à un moment donné, puis après, je ne sais plus, il y a eu une histoire d'abonnement, il fallait payer. Oui, c'est ça, ils ont changé de modèle. Voilà, donc après, j'ai laissé un peu de côté, mais bon, on va dire, je tourne autour de ça. Et sinon, pour la création des groupes aussi, moi, j'aime utiliser Teammate, une application du développeur Idoceo, qui permet facilement de créer des groupes très rapidement. Et notamment, on peut flécher des compatibilités, incompatibilités entre des élèves qui ont du mal à travailler ensemble. Donc, on peut paramétrer, c'est assez visuel et on peut faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Il y a aussi le site Flippity qui est pas mal aussi pour générer des groupes aléatoires. Je ne sais pas si tu connais aussi, Marie. Non, Flippity, je connais. avec 2 P, je vais peut-être le mettre aussi en lien. Ça permet de faire des groupes aléatoires, des choses comme ça. Oui, il y a Classroom aussi, il y a Classroom Scream, Classroom ou Classroom Scream, je ne sais plus, en ligne aussi, qui fait ça aussi. Mais il y a aussi la digitale aussi le fait. Ah oui, la digitale le fait très bien aussi. La digitale aussi le fait, oui. Il y avait une question de Julia, entre autres, et puis je vois que d'autres sont intéressés.
savoir s'il y avait aussi des exemples concrets de séquences en espagnol ou en langue vivante d'une manière générale. Eh bien, je vais vous inviter à me rejoindre sur Twitter. Nous avons Voilà. créé un groupe. À l'époque, il y avait donc une association qui s'appelait Inversion la classe, où on était beaucoup d'inverseurs. Bon, il faut savoir qu'on a été, il y a eu un recensement à un moment donné, on était 45 000 inverseurs en France. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ces inverseurs, mais comme l'association a disparu, ça a été difficile de les regrouper. Donc, j'ai pris l'initiative il y a quelques mois de ça, de créer un groupe classe inversée sur Twitter, où on propose, donc là, vous retrouverez d'autres collègues, d'autres disciplines, notamment espagnol, anglais, maths, etc. Et nous proposons de temps en temps, alors souvent, c'est un peu de mon initiative, mais j'espère qu'il y aura d'autres collègues qui prendront le relais, des petits, comme là, c'est-à-dire des petits webinaires, voilà, des petites réunions comme ça entre nous sur des thèmes particuliers. Bon, ça peut être sur la capsule, ça peut être sur le plan de travail, et on fait ça entre nous, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à venir sur Twitter. Vous me faites un petit coucou, Marie34, mon pseudo, c'est Marie34. Et puis, je vous enverrai une invitation vers le groupe Casse Inversée, où on est pas loin de 500. Ouais, il y a une question justement d'Aurélie qui a trouvé, je pense, le groupe, c'est classe avec un C majuscule, underscore inversé, hein, c'est ça? Merci, ouais, très Voilà, merci rapide. Aurélie, ouais, c'est bien celui-là. Bon, très bien. Y a-t-il encore des questions de nos Peut-être avec le participants? micro, je ne sais pas. Oui, n'hésitez pas si certains Je d'entre ne sais vous pas veulent. combien on est de participants. Ah, 50 quand Ouais, même. on est beaucoup. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément laissé. Si l'un ou l'une d'entre vous veut Oui. participer de manière orale ou montrer des choses à l'écran, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est évidemment, hein, c'est d'échanger, de proposer aussi vos pratiques. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Merci, merci Julia, oui, c'est super. Alors, merci Marie, merci à toutes et à tous pour. Si, il y a une question. Ah. Euh, Mhm. donc, Sarah pose une question. Donc, en plus du chef-d'œuvre, est-ce que tu conserves des évaluations ordinaires, entre guillemets, en fin de séquence? Oui, mais je les rends extraordinaires. Même Ouais. le brevet, même le brevet, j'essaye de faire un teasing avant énorme pour essayer de dédramatiser aussi cette évaluation institutionnelle qui est bien évidemment là, hein, forcément, vous en doutez, en disant bien les choses, en disant bien que bon, il y a les évaluations, il y a les chefs-d'œuvre, il y a les productions qui sont là pour vraiment donner à voir les compétences. Et puis après, ben, il y a ces évaluations ordinaires. Je pense notamment, bien sûr, au brevet blanc, aux épreuves du baccalauréat, etc. Mais il faut que l'élève arrive, et c'est ça qui est intéressant dans la pédagogie active et très axée sur la créativité, c'est qu'à un moment donné, l'élève, il ne vous posera plus la question, Madame, est-ce que c'est noté ou est-ce que c'est évalué? Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là, ça commence là déjà, hein, j'ai des nouveaux élèves cette année et jusqu'à il y a 15 jours, ils étaient encore, dès que je leur demandais de faire un truc, c'est: «Est-ce que» voilà, on suffoque et on a l'impression qu'on va faire, un malaise cardiaque. On essaye de dédramatiser, beaucoup avec l'humour. Moi, j'essaye toujours avec l'humour de dédramatiser les situations et puis quand il y a l'évaluation, bon, elle arrive, voilà, on va dire presque naturellement. Alors, oui, j'ai bien entendu, il y a aussi les dictées officielles et cetera. Mais j'essaye dans la mesure du possible de montrer qu'une évaluation, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça de nulle part. On s'y est entraîné, hein. Tout le monde n'avance pas au même rythme aussi. C'est pour ça qu'en pédagogie active, on dit souvent que c'est très intéressant pour la différenciation et c'est vrai, moi j'ai jamais su différencier, dans une posture de face à face. Je savais pas faire. Là, maintenant, j'ai un petit peu compris comment il fallait faire, mais parce que je me rends compte que les enfants ne sont pas tous prêts comme un sportif, hein. Je reviens, sur ma métaphore filée, mais comme un sportif, on n'est pas tous faits de la même manière et on n'est pas tous prêts
au même moment. Donc, c'est vrai que quand on pose une éval, bon, ben, c'est un instant T, hein, et il faut que tout le monde soit prêt en même temps, quoi. Voilà. Donc, c'est un côté un petit peu paradoxal, mais bon, il faut bien à un moment donné, parce qu'on nous demande de poser des évaluations officielles, hein, avec des dates qui sont posées, donc il faut bien les y préparer. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de filer ces évaluations. Voilà. Par exemple, la semaine prochaine, on va finir avec l'écriture d'une nouvelle réaliste et ils vont avoir la semaine. J'ai prévu des parcours autres, mais pour ceux qui auront le plus de difficultés, le balisage ce sera un plan de travail, et le balisage va les amener petit pas par petit pas, et j'ai prévu sur une semaine. Moi, je souhaite vraiment profiter aussi du temps que je gagne. Parce que vous n'avez pas posé la question, mais c'est marrant parce que d'habitude, on me la pose toujours. On me dit, mais comment tu fais pour finir tout ton programme? Puisqu'en fait, si c'est ceux qui font, ça prend plus de temps. Bien sûr que ça prend plus de temps. C'est ce que je dis toujours. Si je veux vous faire le cours sur l'impératif, je peux vous le faire en 2 minutes. Si ce sont les enfants qui découvrent les valeurs de l'impératif, ils prendront 15 minutes. Forcément, ça prend plus de temps. Forcément, ils ne sont pas profs de lettres. Et donc, du coup, le temps que je le gagne justement sur ces tâches simples que je dépose à la maison. Je gagne du temps parce que j'ai préparé, parce que les enfants viennent un peu comme au restaurant, on sait où on va, d'accord? On sait ce qu'on va manger. Et puis, je gagne du temps parce que la trace écrite, qui prend beaucoup de temps, notamment au collège, elle est déportée à la maison. Donc, ce temps que je gagne, je le récupère, voyez-vous, pour ces tâches complexes, notamment les rédactions. Il y avait une autre question de Laura. De quelle façon ton expérience en tant que professeur de français t'a été utile en ingénierie pédagogique? Alors, je rigole parce qu'il y a une idée qui me vient en tête, je n'ose pas vous le dire, mais je vais quand même le faire. Mon expérience de professeur de français pendant 20 ans, elle m'a servi à rien en termes de formation. Bon. Elle m'a servi à rien parce que j'interrogeais pas, ça ne posait pas de problème ce que je faisais. Le jour où j'ai commencé à changer, où j'ai changé donc ma pratique, hein, j'ai eu de plus en plus d'interrogations. Des vraies interrogations, les vrais curieux, et puis les faux curieux. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ceux qui viennent vous voir et qui vont vous dire, mais ça fonctionne ton truc? Voilà, avec des fausses interrogations, voire même quelquefois des vraies critiques aussi. Et ça, cette expérience-là, d'écoute des critiques, de savoir ne pas tout de suite s'emballer, de pas non plus, comment dirais-je, balayer d'un revers de main les questions gênantes, de pas me montrer trop hautaine, hein, quelquefois, parce que souvent on a ce réflexe-là de dire aux parents, non mais attendez, vous n'y connaissez rien, hein. Moi, ça m'a appris ça. C'est marrant, hein, peut-être que ça vous déçoit que je vous dise ça, mais c'est ça que ça m'a appris. C'est-à-dire que quand après on est dans une posture d'ingénierie, bon, ce que je fais par ailleurs, notamment je travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur, ben, c'est ça, c'est-à-dire que forcément vous allez, quelquefois on vous donne une mission d'un poste de directeur de la pédagogie et on vous dit: «Bon», le directeur il vous dit: «Oh bon écoutez, voilà, vous avez 2 ans, voici, mon magnifique établissement, vous avez, 50 professeurs, et vous avez 2 ans pour faire en sorte que, ça bouge». Voilà. Sauf que dans les 50, il y en a peut-être un tiers qui a des aptitudes, puis vous avez les autres qui vont vous regarder comme ça, voilà, hein. Et ben c'est là que j'ai appris, voilà. C'est là que j'ai appris parce qu'en ayant mon expérience, on va dire, de changement et qui amène des interrogations dans mon simplement dans mon contexte, hein, c'est-à-dire mon établissement déjà, rien que dans mon établissement, ben j'ai appris à prendre le temps et surtout à me dire que, à prendre confiance en moi aussi, voilà. Avoir des vrais, éléments pour dire: «Ça, c'est possible de le faire comme ça, c'est possible de le faire comme ça». Des fois, ça m'arrive de dire aux gens: «Écoutez», ça m'arrive et je fais beaucoup, beaucoup de conférences, beaucoup, sur la casse inversée, partout, hein, en France, je vais aussi à l'étranger là-dessus, et souvent dans les conférences, où j'ai beaucoup de monde, je commence toujours en disant: «Vous savez, messieurs, dames, si dans votre contexte professionnel, vous n'avez aucun problème de
d'enseignement avec vos élèves, des retours positifs, des élèves attentifs, des élèves qui participent, etc., ce n'est pas la peine de vouloir changer votre pratique. On ne change une pratique que quand on se dit qu'à un moment donné, il y a un tel souci que ça devient vital. Voilà. On se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas, il me reste 10 ans à faire. Ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Ou alors on part. Voilà. Et ça, malheureusement, on le voit trop souvent. Aujourd'hui, il y a encore hier un livre qui est apparu là-dessus sur l'école est finie, tous ces enseignants qui quittent l'enseignement pour aller faire autre chose. Donc, je pense qu'il faut se dire que quand il y a un problème, et on en rencontre tous, je ne crois pas qu'il y ait un professeur qui se dise ouais, c'est génial, on est assez fort pour trouver déjà les solutions en soi. Encore faut-il se dire, bon, voilà, il y a ce problème-là. Bon, OK, les élèves, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne vont pas changer. Voilà. Ce n'est pas un coup de baguette magique que je vais faire changer les élèves. Alors, on a beau se dire, oui, oui, mais moi, tu sais, j'ai le même problème que toi. Sauf qu'après, on est tout seul dans la classe. Les collègues de la salle des profs avec qui on s'est rassuré en disant les élèves ils tournent à l'envers, après, on est tout seul face aux enfants. Donc, il faut bien trouver des solutions. Et je suis sûre que enfin, j'en suis pas sûre, j'en suis mais convaincue, les solutions, on les a. Et si on ne les a pas tout seul, on les a dans les réseaux parce qu'il y a cette formation institutionnelle qui est importante, il faut qu'elle existe. Mais il y a aujourd'hui, grâce à ces réseaux, tout ce qui se fait, ce que fait Cédric, par exemple. Voilà, ces webinaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Alors, il faut aller piocher un peu à l'un, un peu à l'autre. Là, vous m'avez écouté. Peut-être que vous m'avez écouté, vous êtes dit, mais elle dit n'importe quoi, celle-là. Ou alors, il y a peut-être quelqu'un qui se dira, bon, moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'elle a dit, parce que moi, je ne suis pas prof de français et tout ce qu'elle a dit, c'est le français, ça ne m'intéresse pas. Mais il y aura peut-être un élément. Quand j'aurais dit peut-être que les groupes, je les change à chaque fois. Ça suffit. Si vous m'avez écouté pendant 1 heure et que vous avez retenu un seul élément, je suis contente d'avoir fait ce travail avec vous. Mais c'est ça, c'est petit à petit, pas à pas, on ajoute des choses à notre façon d'enseigner et c'est ça qui fait cette transformation-là. Je suis totalement d'accord, on n'est pas obligé de tout révolutionner en une fois, on ajoute des petites briques et ça, c'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup justement qui se disent que ça va leur prendre un temps monstrueux de tout modifier, voilà, de revoir complètement leur posture pédagogique. Mais rassurez-vous, les choses se font pas à pas. Et là, dans ce qu'a dit Marie, moi, je sais qu'il y a certaines choses que je fais aussi en classe, d'autres que je n'ai pas encore mises en pratique, mais que je vais rajouter parce que j'ai envie de le faire, que ce soit dans la méthode d'inversion de classe ou dans la différenciation pédagogique, par exemple aussi. Ouais. C'est un autre terrain très intéressant qui sera d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire, ça dit en passant. Donc, voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Juste une réponse par rapport à Oui. quelqu'un qui a posé la question sur Twitter et la communauté. La communauté, vous ne l'aurez pas avec l'arrobase casse inversée. Là, vous allez tomber sur un compte. Mais par contre, venez me faire un petit coucou avec Marie34 et moi, je vous intègre dans la communauté. Parce que je ne sais pas si elle est visible. Il faudrait qu'en fait, je vous envoie un lien pour voir le groupe. Donc, venez me faire un petit coucou et je vous enverrai, je vous intégrerai dans le groupe. Alors, il y avait une question par rapport à L'école est finie. C'est Yves Grevet, c'est ça, hein, l'auteur de L'école est finie? Ouais, Oui, je vais le noter dans le chat pour répondre à Jean. Tiens, bonjour Jean, contente de t'avoir. C'est un ancien collègue de Londres. D'accord. un de mes collègues de Londres. Donc c'est Yves, je vais le noter, Yves Grevet. Voilà. Je ne me trompe pas dans l'orthographe. Ok Aurélie, je vous réponds dès que je vous ai aperçu quelque part. Alors oui, Aurélie, oui, c'est ça. Ok, parfait, super. Bon, super, super, super. Écoutez, alors merci Marie, hein, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation active qui montre que vous avez envie de changer les choses aussi et que vraisemblablement vous semblez décidé hein, à essayer des choses pour justement pour l'apprentissage de nos élèves et pour leur bien-être aussi parce que quand on apprend bien, on apprend mieux. Hein, effectivement, quand on apprend avec plaisir, on apprend mieux.
Alors, n'oubliez pas donc le livre Enseigner en classe inversée de Marie Soulier. J'en profite pour faire la petite pub au passage. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, je t'en prie. Donc, disponible sur toutes les plateformes, très facile à trouver, vous verrez. Donc, j'imagine que ça va vous inspirer plein Oui. d'usages. C'est un guide pratique. Il y a énormément en Oui. fait, d'exemples. Il est rempli de QR codes. C'est un petit format très pratique et je pense que ce n'est pas un livre qu'on lit, on le lit très facilement, mais après on y revient parce qu'il y a plein de choses à aller voir. Donc, si vous êtes intéressé notamment par les outils, il y a aussi un chapitre là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Bon, super. Oui, effectivement, ouais, c'est pas du tout théoricien comme livre. On est vraiment Non, sur la non, pratique pure. non, C'est il y ça. a d'autres personnes qui ont déjà théorisé comme Marcel D'accord. Lebrun, mais moi, c'est un guide vraiment pratique. Ouais. Immersion, je voulais l'appeler Immersion dans ma classe inversée, mais c'est l'éditeur qui a retouché le Qui a titre. raccourci un Ouais, peu. ouais, Mais, ouais. non, mais c'est, ouais, mais on voit très bien. Je vous encourage vraiment à le lire. Il est très intéressant. Alors, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire sur notre chaîne YouTube BIMP. Et quant à nous, si cette session vous a plu, alors notez bien la prochaine date. Nous nous retrouverons le mercredi 2 novembre, même heure, 14 h, avec un petit café, un petit thé, pour découvrir de nouvelles pratiques en classe, s'inspirer des expériences d'enseignants comme Marie, qui contribuent à enrichir l'apprentissage de nos élèves. Merci à toutes et à tous. Je vois tous vos messages Ouais, qui c'est font chaud au gentil, cœur. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, ouais. merci. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, à très bientôt, je l'espère. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir.